Alors, aujourd'hui, on va voir comment faire décoller la motivation de vos élèves de manière générale. Je vous rassure, ça marche si vous êtes parent aussi. Ce matin, pour ceux qui étaient là sur les phases de l'adolescence, ça va parfaitement se compléter. Là, j'ai voulu mettre l'accent sur des actions beaucoup plus concrètes, très précises. On va voir comment, globalement, la motivation, ça fonctionne, notamment chez l'adolescent. C'est un fonctionnement légèrement différent. Et surtout, n'hésitez pas à me couper. Vous allez avoir peut-être le stress ou la peur de couper, de lever la main. Il n'y a aucun problème, vaut mieux que ça soit interactif. Alors, très rapidement, moi je suis un mentor pour adolescents, ça fait 3 ans que je fais ça. J'ai créé un programme d'accompagnement qui est destiné à motiver les ados et faire en sorte qu'ils exploitent toutes leurs capacités et tout leur potentiel. Mon histoire, collège-lycée, garçon très peu confiant, pas top à l'école. Université, j'ai eu un déclic, j'ai décollé, j'ai fait une fac de droit, j'ai eu énormément de diplômes. En 2022, je décide que le droit, c'est pas forcément pour moi et c'est pas le sens que je veux donner à ma vie. Et du coup, je décide de créer un programme d'accompagnement pour les adolescents, pour leur donner plus de sens. Rapidement, j'ai quelques diplômes, j'ai des niveaux de certification en neurosciences, je suis certifié également en responsable de projet pédagogique. Et je suis suivi par près de 7000 parents maintenant sur les réseaux. J'ai beaucoup d'heures d'accompagnement à mon actif en individuel avec des adolescents, donc je sais très très bien ce qu'ils vivent au quotidien et toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Au programme, comment fonctionne la motivation chez les ados? Pourquoi les ados ne sont pas motivés à travailler de manière générale? Comment motiver une classe? Comment motiver un élève qui est perturbateur, qui est amorphe en classe, qui n'a pas envie de travailler. La checklist à la fin, où vous avez tous les conseils, et un moment questions-réponses si on a le temps. Mais n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en pleine présentation, il n'y a aucun problème. Alors, comment fonctionne la motivation chez les ados? En fait, c'est comment fonctionne la motivation chez l'être humain de manière générale. C'est une équation, c'est aussi simple que ça. Une différence entre le niveau de satisfaction qu'apporte une activité et le stress et l'effort que ça va demander. Si le stress est plus important que la satisfaction, on ne sera pas motivé à le faire. Si le niveau de satisfaction de l'activité est plus important que le stress que ça représente, on sera motivé à le faire. C'est pour cette raison que, par exemple, vous avez décidé de ne plus manger de chocolat le soir, vous avez envie, vous résistez et vous craquez. C'est vraiment une tension, la motivation. C'est pas soit on est motivé, soit on ne l'est pas. C'est une tension entre la satisfaction qu'on retire de l'activité et le stress que ça représente. Maintenant, qu'est-ce qui génère la satisfaction de manière générale? Il y a 3 grandes catégories chez l'être humain qui génèrent la satisfaction. Le plaisir immédiat, donc tout ce qui est nouveauté, dès que vous atteignez un objectif, dès que vous mangez, dès que ça satisfait un plaisir immédiat, vous êtes motivé. Ça vous génère la satisfaction. Qu'est-ce qui génère un max de satisfaction en termes de plaisir immédiat aujourd'hui? Les écrans. TikTok. Ils vont à balle là-dessus. C'est non-stop nouveau, c'est toujours différent, c'est toujours personnalisé. Donc, c'est un système qui s'est basé sur le fonctionnement du cerveau pour rendre addict. Deuxième catégorie, c'est tout ce qui crée du lien social. À partir du moment où vous êtes en contact avec vos amis, les adolescents, c'est énormément ça. Tout ce qui est être en contact avec les amis, c'est super important à leur âge. Très, très important. Troisième satisfaction, c'est l'identité. L'identité, c'est quoi? C'est dès qu'on vous reconnaît dans la façon dont vous vous revendiquez auprès des autres. Si vous vous considérez comme sportif et on vous dit putain t'es super sportif, t'es super sportive, ça va faire énormément plaisir parce que ça fait partie de notre identité. Dès que vous allez dire à un adolescent par exemple qu'il ne travaille pas, que c'est un flemmard alors qu'il ne se reconnaît pas là-dedans, qu'il est par exemple très sportif à côté, ça va énormément le blesser parce que c'est pas son identité. Qu'est-ce qui génère maintenant du stress? Là il y a un paquet de trucs. Tout ce qui demande un effort. Donc l'école déjà, on est bien. Les devoirs, on est bien.
Être concentré en classe, ça demande un effort, ça crée du stress. Je suis désolé de vous le dire pour les professeurs, votre cours crée du stress. Ça vous demande un effort. Tout ce qui limite les ressources, globalement, c'est la liberté. Ce qui va limiter votre temps, ce qui va limiter votre choix. Chez les adolescents, tout ce qui va limiter la liberté d'action, de faire ou de penser, ça va créer du stress. Ok ? Donc, globalement, avoir des heures de cours dans la journée, pour eux, c'est du stress. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour aller sur des jeux vidéo, sortir avec leurs amis, faire des activités. Donc, de base, l'école est stressante. Oui. Enfin, je pense que aussi pour certains enfants, c'est super rassurant d'avoir un cadre avec des horaires et tout, alors que si on est livré à soi-même, ça peut être... Et même pour les adultes, enfin, moi je vois que je suis comme ça. Justement, ça me rassure. C'est exactement ce que je vous disais, c'est un état de tension. Ça veut dire que ce n'est pas une situation qui est stressante et l'autre qui ne l'est pas, ça va dépendre de chaque enfant. Si l'enfant à la maison, il déguste, l'école pour lui c'est un refuge. Il ne va pas subir ce qu'il subit à la maison. Si au contraire, pour un enfant, l'école, il n'a pas d'amis, il est exclu, il est considéré comme bizarre, ça va être un enfer. Même situation, deux personnes différentes, deux visions différentes. Donc ça dépend vraiment de l'environnement qu'il a à la maison, ça dépend de l'environnement qu'il a à l'école, et la relation qu'il a avec l'école de manière générale. Incohérence, ça c'est un très très gros sujet. Pour les ados, l'incohérence, comment ça se manifeste? À quoi ça me servir? Ça sert à quoi que j'apprenne ça? Ça va me servir à quoi de savoir que la Révolution française c'était en 1789? Ça me sert à rien. Surtout que y a un truc qui est super frustrant en tant que prof, c'est que votre valeur ajoutée a complètement changé. Avant, il n'y avait pas Internet. Donc la valeur ajoutée, c'est la connaissance. Aujourd'hui, claquement de doigts, on peut savoir ce qu'on veut quand on veut. Votre valeur ajoutée, c'est plus dans la transmission de connaissances. C'est la transmission d'intelligence, d'une vision du monde, d'une façon de faire les choses, d'une façon de penser. Alors oui, savoir que la Révolution française en 1789, ça sert à rien. Par contre, comprendre un mouvement de révolution, comprendre la liberté de penser, deux opinions différentes, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui crée du stress? C'est le risque pour le lien social. Tout ce qui va mettre en pile vos relations sociales va vous créer du stress. Chez un adolescent, l'école peut être stressante parce qu'il voit à quel point il est seul. Dernière, risque pour mon identité, ça ce sont tous les adolescents qui, justement, sont considérés comme à l'écart, sont considérés un peu comme bizarres, et qui ne vont pas avoir d'amis, qui ne vont pas être reconnus pour qui ils sont vraiment. Il n'y a pas plus, je suis désolé de vous le dire, mais c'est mon expérience qui parle, un adolescent est très hypocrite. Parce qu'il a peur d'être authentique, il a peur d'être lui-même, il a peur de ne pas être aimé pour qui il est vraiment. Donc un adolescent, il joue tout le temps un rôle. Et il va s'adapter à son public. Un adolescent qui, avec vous, veut faire des blagues, veut perturber le cours, faire en sorte que finalement, ne pas suivre le cours et foutre le bordel, c'est pas qu'il ne vous aime pas. Ce n'est pas que le cours ne l'intéresse pas. C'est qu'il veut être reconnu par les autres adolescents comme étant le clone de la classe. C'est sa stratégie identitaire. Et potentiellement, vous trouvez des élèves qui, en primaire, en sixième, très bons élèves, et ils arrivent 5e, 4e, 3e, catastrophe. C'est pas qu'ils sont moins bons, c'est qu'ils ont testé une stratégie identitaire de bon élève, ils se sont fait massacrer par les autres élèves, et ils se sont dit mais j'ai pas envie de me faire massacrer, donc je vais arrêter de travailler en fait. Et ça marche, on l'embête plus. Il a plus d'intérêt à travailler. Maintenant, concernant le travail justement, pourquoi un ado il est vraiment pas motivé à travailler de base? Que m'apporte l'école concrètement dans la tête d'un adolescent? Très très peu de satisfaction, énormément de stress. En fait, c'est comme si, en tant qu'adulte, on vous disait « faut que tu fasses 7 heures de sport par jour ». Ok, pourquoi? Fais 7 heures. C'est important. Oui, mais pourquoi? Pour éviter d'avoir des problèmes de santé plus tard. Enfin, peut-être que tu en auras, mais ça limite le risque. C'est exactement ce qu'on leur dit.
éviter d'avoir des risques professionnels, de ne pas avoir leur voie d'orientation, de ne pas avoir un boulot, de ne pas avoir un niveau de vie. Ils n'en savent rien. C'est super flou. Sachant que les réseaux sociaux prouvent le contraire. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez danser 2 fois dans la journée et être millionnaire. Hein. Donc, il y a votre discours et il y a ce qu'ils voient eux. Donc, leur dire que c'est pour leur bien, c'est pour plus tard, etc., je vous le dis, ça ne sert à rien. Parce qu'ils voient très bien qu'il y a une opposition entre ce que vous dites et ce qu'ils voient eux sur les réseaux. Okay, donc il faut prendre en compte le fait que l'école pour eux de base, c'est très stressant et fatigant. Ensuite, qu'apporte le téléphone, les jeux vidéo, les amis? Beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction, très peu de stress. Le seul stress avec mes amis, c'est qu'on se moque de moi, on se fasse des blagues sur moi, sur les jeux vidéo, que je sois nul et que je me sente nul. À part ça, très peu de stress. Ok? Donc, l'école, beaucoup de stress, pas beaucoup de satisfaction. Les loisirs, téléphone, amis, beaucoup de satisfaction, pas beaucoup de stress. Donc, à votre avis, le matin, quand il faut se lever, qu'on est crevé, qu'on doit aller à l'école, on a ça dans la tête. Donc, pour se motiver, faut y aller. C'est pas qu'ils sont pas motivés, enfin si, ils sont pas motivés, mais ils ont toutes les raisons de ne pas l'être, en fait. Et ça, c'est super dur en tant que prof, en tant que parent, parce qu'on a l'impression qu'on a peu de contrôle là-dessus, et c'est super frustrant. Donc le tableau est assez dramatique, je vous l'accorde. Mais je vais vous donner des clés après. Alors là, vous allez me dire, oui mais Seb, nous en tant qu'adultes, on n'est pas motivé pour faire plein de choses, mais on le fait quand même. Ouais. Sauf que le rapport au plaisir et à l'effort, il s'est complètement métamorphosé. La faute à qui? Les écrans. Avant, pour avoir sa dose de plaisir, il fallait soit sortir, voir des amis, faire un effort. Aujourd'hui, claquement de doigts, téléphone, 5 secondes, plaisir. Mais plaisir avec un buffet à volonté monumental. Vous avez une dose de plaisir qui est incontestable et inégalable. Donc, le rapport à l'effort est beaucoup plus compliqué et le rapport au plaisir est très facilité. Ça veut dire qu'un adolescent aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de faire un effort qu'il y a 50 piges. Le cerveau s'est modifié. La relation à l'effort s'est modifiée. Ok? Il faut avoir ça en tête. Maintenant, comment motiver une classe? Alors, attention. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui fonctionne et comment vous adapter à votre classe. Il y a des choses là-dedans qui ne vont pas vous plaire, où vous n'allez pas être OK, où vous allez trouver ça compliqué, et c'est normal. Le but, c'est pas de tout appliquer. Le but, c'est de prendre des choses qui vous intéressent au fur et à mesure. OK ? Attention aussi, il y a des choses qui vont marcher avec une classe et qui ne vont pas marcher avec l'autre. Votre force se trouve dans votre capacité à vous adapter à votre public. Il y a des élèves où c'est très facile d'avoir de la discipline, il y a des élèves où c'est beaucoup plus compliqué. Vous devez savoir vous adapter et c'est ça l'enjeu du professeur aujourd'hui. Alors, comment apporter plus de motivation à une classe et à un élève, à un enfant de manière générale, à un adolescent? Lui rapporter plus de satisfaction, on va voir comment. Diminuer le stress que ça représente, l'école, les cours. Et booster son estime de soi. Parce qu'il faut savoir qu'à cet âge-là, c'est la priorité absolue d'un adolescent. Pour ceux qui ont vu la conférence ce matin, un adolescent commence à se raconter sa propre histoire. Jusqu'à 11 ans, 12 ans, un adolescent se reconnaît dans le regard des adultes. C'est pour ça qu'il a très peu de problèmes à écouter les adultes, à faire confiance à ses parents, à suivre les règles, à écouter le maître ou la maîtresse. C'est plus facile. Un adolescent, il commence à devenir beaucoup plus indépendant et prendre beaucoup plus de recul sur ce qu'on lui a dit et sur ce qu'il a envie d'être. Donc il va commencer à rentrer dans une période où il remet absolument tout en question. Ok ? Donc l'estime de soi, pour eux, c'est super important. Ils ne savent pas qui ils sont vraiment.
et ils ont peur que les autres ne les aiment pas pour qui ils sont vraiment. Donc ils vont tous jouer un rôle. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'un élève n'est pas motivé que vous êtes un mauvais prof. Et ça, il y a beaucoup de professeurs qui s'énervent quand il y a des élèves qui ne les écoutent pas, qui bafouent l'autorité, qui ne suivent pas les cours, ou même qui sont amorphes, qui ne travaillent pas. Hein. Parce que ça vous inquiète sur votre qualité en tant que professeur. Ça n'a rien à voir. Alors si toute une classe ne suit pas, là, il faut commencer à se poser des questions. S'il y a 1, 2, 3, 4 élèves, ça n'a rien à voir avec vous. Il vit un truc à la maison, il vit un truc dans la cour dont vous n'avez même pas conscience. Okay ? On va voir comment on le gère quand même. Mais ça n'a rien à voir avec votre qualité en tant que professeur. Vous devez aussi savoir que si vous adoptez une stratégie pour changer un comportement d'une classe ou d'un élève et que le comportement persiste, ce n'est pas l'enfant le problème, c'est la stratégie. Je rencontre beaucoup de parents, mais aussi de professeurs. Je leur demande comment vous faites pour motiver vos élèves ou votre enfant à faire ses devoirs. Et il y a des parents qui me disent, tous les soirs, je lui répète, est-ce que tu as fait devoirs ? Ok. Et ça a marché ? Je lui répète toujours. Alors, il faut peut-être arrêter de répéter et changer de tactique. Ok ? Donc, capacité d'adaptation. Si au bout de 2-3 semaines, le comportement il est toujours là, la stratégie elle n'est pas bonne. Ok ? Alors, maintenant les clés concrètes. C'est ce que je vous disais, il y a des choses qui vont vous plaire, il y en a d'autres, c'est pas grave. Prenez ce qui vous fait plaisir. Comment rajouter une petite dose de plaisir dans vos cours, de manière générale, ou même dans les actions à la maison ? On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Ce qu'on appelle la gamification, le fait d'associer le fonctionnement d'un jeu vidéo à votre cours. Je vous rassure, ça a l'air très compliqué comme ça ne l'est pas tant que ça, sachant que vous vous avez un peu prémâché le travail. Alors, premièrement, mettre en place un système de récompense qui bénéficie à toute la classe. Et là, il y a pas mal de parents ou de professeurs, surtout les profs parce que ça colle plus à votre situation, qui font l'erreur de favoriser un élève et lui dire « tu as eu un bon comportement, donc toi tu gagnes des points ». Le fait de faire gagner à toute la classe, ça l'intègre socialement et pour un adolescent, c'est absolument sa priorité. Donc le fait d'être une valeur ajoutée pour tout un groupe, ça a beaucoup plus de valeur pour lui que de gagner des points pour lui-même. Ok ? À quoi ça ressemblerait ? Par exemple, se présenter à un cours à l'heure, ça rapporte plus de points à toute la classe. Poser des questions intéressantes pendant le cours, ça rapporte plus 5 points, etc. J'ai mis plein de situations différentes, on ne va pas toutes les faire, mais vous voyez le fonctionnement. Ok ? Quel est le but ? Ancrer les bons comportements. La plupart des professeurs, la plupart des parents, la plupart des personnes de manière générale, surtout en France, c'est qu'on aime bien fonctionner en négatif. Arrête de faire ci, ne parle pas comme ça, ne laisse pas tes feuilles traîner, tout le temps en négatif, sauf que le cerveau ne sait pas fonctionner en négatif. Ne pensez surtout pas à un éléphant rose sur un ballon jaune. Vous devez lister les comportements que vous avez envie de voir dans votre classe, ou même chez vous. Et quand je parle aux parents ou aux professeurs en leur demandant c'est quoi vos attentes, j'aimerais bien qu'ils travaillent et qu'ils soient plus sérieux. Ouais, mais comment ça se manifesterait concrètement ? Et là, ils bloquent. Donc vous devez savoir exactement le comportement que vous attendez chez votre ado, ou chez les ados de manière générale. Ok ? Attention, il peut y avoir un système de points perdus. Pas de sanctions, ils ne perdent pas de points, c'est qu'il y a un manque à gagner. Donc par exemple, bruit excessif, les 5 prochains points, ils ne comptent pas. Donc vous mettez en place un système aussi de sanctions indirectes. Et après, en fonction des points, ils ont des cadeaux. Un indice pour le contrôle prochain, avoir un exercice qui va être repris dans un contrôle après,
et faire un système de récompense comme ça. Et là, vous allez me dire, Sébastien, c'est super compliqué, faut imaginer des trucs, faut mettre en place le point, faut savoir ce qu'on veut mettre en récompense, faut mettre en place le système avec toute la classe. Vous avez le modèle du tableau. C'est cadeau. Je vous rassure sur les clés qu'il y aura après, ça sera beaucoup moins, il y aura beaucoup moins de préparation à faire pour motiver une classe ou un élève. Là, ça demande, je vous ai mis en premier, c'est le gros coup, ça vous demande de l'effort, ça crée du stress. Comme ça, après, c'est cool. Donc, j'ai mis le plus gros en premier et après, ça sera plus détente. C'est des petites actions concrètes, mais qui changent tout. De manière générale, en termes de posture, il y a l'autrice de Myriam qui a écrit Wesh Madame, qui en parlait juste avant et qui est super intéressant. C'est, premièrement, vous devez apprendre à vos élèves à tolérer la frustration. Des fois, en tant que parent, en tant que prof, on n'a pas envie que son élève se mette en colère ou s'énerve ou perturbe, etc. Il est à un âge où il faut qu'il apprenne la frustration. Il faut qu'il apprenne qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et il y a des règles à respecter. Parce que si vous évitez ça, ils ne vont pas l'apprendre. Ok ? Deuxième chose, vous devez dans votre posture leur faire comprendre que vous adorez votre travail, que vous les aimez profondément, que vous avez envie de les aider. Et le fait d'être dans cette posture-là et de leur dire et de mettre des règles après, ça passe beaucoup plus crème. Parce que là, en fait, je vais le dire en langage parce que je suis avec des ados tous les jours, donc je finis par parler comme eux. Le fait de mettre des règles, ça les emmerde. Hein. Leur credo à l'adolescence, c'est liberté. Et là, l'école, c'est que des règles. Que un cadre. Donc ça les saoule, ça les gave. Et il faut avoir en tête le fait qu'ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que les règles ont un sens. Ok ? Alors, après, deuxième conseil qui change tout, divisez votre cours en petits formats, en petits objectifs. Parce que qu'est-ce qui fait peur à un adolescent, c'est de se dire « Putain, je vais me taper 2 heures de français ». Et dans sa tête, il a 2 heures de français. Par contre, s'il se dit « J'ai 15 minutes d'explication de cours, et après j'ai 10 minutes d'exercice, et après j'ai 10 minutes de débrief, et après j'ai 15 minutes encore d'analyse », dans sa tête, il pense par tranche de 10 à 15 minutes. C'est beaucoup plus facile pour lui. Si je vous dis de courir 4 heures, vous allez me dire jamais de la vie. Si je vous dis de courir 5 minutes, et à la fin des 5 minutes, je vous dis ok, on court encore 5 minutes, et je vous fais ça pendant 4 heures, vous ne verrez pas les 4 heures passer. Oui, au bout de 2 heures. Et c'est la fin de vos cours, 2 heures, donc soyez contents. Ok ? Maintenant, comment ramener du lien social pour les adolescents dans vos cours, c'est super important pour eux. Faire des activités de groupe, mais des activités de groupe si vous le pouvez déjà, si votre cours colle à ça. Il y a des cours qui ne collent pas forcément. Okay. Et deuxièmement, en faisant un cadre qui est efficace. Le problème avec les activités de groupe, c'est que ça part vite en bordel. On dépasse le temps, les gens prennent du temps à se mettre en place, ils prennent 5 à 10 minutes à trouver leurs affaires alors que c'est sur la table. Ça n'a aucun sens. Okay. Donc, pour faire un groupe, c'est 3 personnes maximum déjà. Au-delà de 3 personnes, vous saccagez une dynamique et ça prend 10 fois plus de temps. Okay. Deuxièmement, mettez des rôles en place. Ça change tout en termes d'efficacité. Les rôles, c'est que vous mettez en tableau, il y a une personne qui fait ça, il y a une personne qui écrit, il y a une personne qui présente. Et vous désignez les personnes, parce qu'ils vont passer un quart d'heure à se dire « toi tu fais ça, toi tu fais ça, non mais moi j'ai envie de faire ça, oui mais toi j'ai envie de faire ça », ça va prendre un temps fou. Et vous dites les rôles et vous identifiez les personnes qui ont ces rôles-là. Et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête en vous disant « ok, à qui je donne ce rôle-là ». Vous prenez votre liste, vous prenez les lettres, vous faites une lettre sur 2. Hein. Vous emmerdez pas. Objectif, mettez un objectif très clair avec un timing. Pendant 5 minutes vous faites ça, pendant 10 minutes vous faites ça, pendant 10 minutes vous faites ça. Parce que sinon ils vont passer 15 minutes à se demander ce qu'ils doivent faire. Ok ? Offrez une récompense au groupe qui arrive à être efficace rapidement. En rapportant des points, exactement. Ok. Planning, mettez un chronomètre au tableau. Ça change absolument tout.
soit un chronomètre, soit une horloge, peu importe. Le fait de mettre un chronomètre au tableau, ça leur rajoute une pression de temps. Ils voient le temps passer. Et quand vous avez mis un objectif juste avant, ça stresse. Mais dans le sens positif du terme. Ok. Extra, pour des groupes, si vous avez le temps, encore une fois, si vous voyez qu'il y a des groupes qui vont plus vite que d'autres, vous pouvez mettre une petite question bonus à la fin pour ceux qui ont fini avant, pour pas qu'ils s'ennuient. Parce qu'une fois qu'un groupe a fini, il va commencer à parler. Et ça va vous foutre le boxon dans toute la classe. Ok? Alors, maintenant, en termes d'identité, oui, on peut booster l'estime de soi d'une classe entière. Comment faire? Valoriser tous les efforts de la classe. Comme je vous le disais, un adolescent, ça a beaucoup de mal à faire des efforts. Valoriser les efforts pour se mettre sur leur table rapidement, le fait de faire des efforts pour se concentrer, les efforts qu'ils font pendant l'exercice, ça a l'air naturel, ça a l'air normal pour vous, pour eux ça ne l'est pas. Rester 1 heure en cours assis, c'est une épreuve. Oui. Quand vous dites valoriser la classe, c'est-à-dire que, je ne sais pas si sur les 30, il y en a 25 qui étaient à fond, on va quand même dire génial, vous avez été super. Tant pis pour les 5, quoi. Merci beaucoup, très intéressante question. En tant que professeur et même en tant que parent, et on le transfère sur les enfants, on a l'impression qu'on a une obligation de résultat. Ça veut dire que tous les élèves doivent suivre. Tous les élèves doivent avoir une bonne note. Tous les élèves doivent être motivés. Vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Parce qu'il y en a un peut-être, d'habitude il est concentré, mais ce matin il s'est fait engueuler. Il y en a un autre qui est arrivé dans la cour, on s'est foutu de son jean ou de son t-shirt. Et ça pour un ado c'est dramatique, hein, l'apparence physique. Donc vous ne pourrez jamais motiver toute une classe entièrement. Il faut accepter d'avoir des élèves, il ne faut pas les lâcher, il ne faut pas les abandonner, hein, mais il faut accepter qu'il y a des fois, il y en a qui ne suivent pas, et c'est ok. C'est à vous de vous rassurer aussi vous-même sur votre capacité à vous dire je suis une bonne prof, je suis un bon prof. S'il ne suit pas, c'est pas à cause de moi, c'est juste qu'il n'y arrive pas, quoi. Ouais. Mais du coup, on dit ok, bravo, super, toute la classe et tout, et les 5 ou les 3 qui n'ont rien fait, ils savent qu'ils n'ont rien fait, et c'est pas grave, est-ce qu'on leur parle à la fin, on dit un truc comme ça? Très bonne question, on va le voir juste après. Sur le fait de motiver des élèves qui sont soit pas motivés, soit ils sont perturbateurs, soit ils sont pas attentifs et on les voit. Il y a des stratégies pour s'occuper d'eux après. Faut pas comme ce que je vous disais, il ne faut pas les abandonner. Il faut juste régler la situation après. Il ne faut pas qu'une classe soit sanctionnée pour le comportement de 3 ou 4 élèves. C'est injuste. Ok ? 5e, ça fonctionne très bien avec les ados comme avec les classes. Les complimenter. Il n'y a rien de plus valorisant pour un adolescent que le compliment d'un adulte. Enfin si, le compliment d'un autre ado, mais bon, ça vous pouvez pas. Deuxièmement, le compliment d'un adulte, ok ? Et le fait de les valoriser comme s'ils étaient une personne. J'aime beaucoup travailler avec votre classe, vous êtes sérieux, vous êtes bosseur, ça fait plaisir. Même si c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que l'être humain adore ça, coller à une belle description qu'on lui colle. Si je vous dis, vous êtes super attentionné, ça fait plaisir de vous parler, on vous sent à l'écoute, et je vous le répète, vous allez, au fur et à mesure, adopter le comportement d'une personne qui est attentionnée et qui est à l'écoute. L'esprit humain fonctionne comme ça. Il a envie de satisfaire l'autre, donc il va essayer de coller à cette description-là. Il y a des élèves qui sont dans un mode rebelle et ça ne va pas le faire. Encore une fois, il faut l'accepter. Mais globalement, ça fonctionne très bien. Je le fais avec les ados que je mentor, que j'accompagne individuellement toutes les semaines. Ça, c'est pépite. Je fais rien, hein, c'est un compliment. Hein. Mais je leur dis, ça fait plaisir. Là, je ne l'ai pas mis. C'est intéressant de le noter en termes de comment complimenter quelqu'un. Ah si, je l'ai mis après. Pardon. Hop, donc on verra juste après. Alors, maintenant, comment diminuer le stress? Comment diminuer l'effort que représente votre cours, que représente l'école de manière générale? Utilisez un format qui sollicite le plus de sens. Vous avez sûrement entendu qu'il y a des élèves qui sont pour mémoriser, kinesthésiques, visuels, auditifs, qu'il y a plusieurs formes d'apprentissage et d'intelligence. Le format qui va ancrer la mémorisation la plus facilement possible, c'est le format qui utilise le plus de sens.
visuel, auditif, kinesthésique. Utilisez du visuel. Quelles que soient les préférences et les affinités des personnes, l'être humain est visuel. 80% à peu près des neurones attribués au sens sont attribués au sens de la vue. Donc, quelles que soient vos préférences, le visuel fonctionne très bien. Ok. Fixer des objectifs au tableau avec un chronomètre, ça fonctionne super bien. Sur le tableau, juste avant le cours, vous écrivez objectif numéro 1, revoir le cours de la semaine dernière. Objectif numéro 2, exercice 2 et 3. Objectif numéro 3, prochain chapitre. Et vous mettez un chrono à côté. Je vous assure que vous allez capter l'attention pas comme vous le faisiez avant. Ok? Parce qu'ils ont, en fait, ils ont un plan d'action. Un adolescent a besoin d'un cadre et a besoin d'étapes, comme l'être humain de manière générale. Okay, c'est beaucoup plus facile. Donc, n'hésitez pas à écrire des objectifs au tableau. C'est tout bête, ça prend 5 minutes, mais ça change tout. Comment offrir plus de choix et plus de ressources aux ados et qu'il y ait moins de stress aussi? Ça, encore une fois, c'est selon vous, selon votre posture, si vous avez possibilité de le faire ou pas. Mais offrez le choix d'apprentissage dans le format ou dans le contenu. Est-ce que vous préférez commencer par ce chapitre-là ou ce chapitre-là? Ce qui fonctionne très bien aussi, c'est vous demandez à un élève chaque semaine de faire un petit résumé du nouveau chapitre qu'on va aborder la semaine prochaine. Il a une utilité, même les élèves perturbateurs sont mis en avant pour travailler. Il apprend le fait de parler en public et ça le met plus dans l'apprentissage. Donc le fait de demander à un élève chaque semaine de se dire soit tu résumes le cours passé, soit tu résumes le cours suivant, ça fonctionne quand même plutôt bien. Offrir le choix dans les modalités d'évaluation, encore une fois, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Mais si vous pouvez proposer un quiz ou proposer des exercices, vous leur demandez, vous préférez un quiz ou des exercices? Bien sûr, forcément, ils vont préférer quiz, mais après, vous changez. Et ce qui marche très bien, c'est de dire, ok, si vous choisissez le quiz maintenant, la prochaine fois, par contre, ça sera un exercice. Et ils vont beaucoup plus accepter le format de l'évaluation, ils seront beaucoup moins stressés, parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Ok? Alors, gros sujet ça. Perte de sens. Ça, tous les ados m'en parlent. À quoi ça va me servir? Pourquoi c'est utile? Comment contrecarrer cette opposition? Utilisez la règle des 2 questions. À chacun de vos cours, vous devez dire pourquoi c'est important et comment ça va me servir dans ma vie. Et c'est pas évident de toujours répondre. Et là, il y a une potion magique. Je sais que vous allez avoir un petit coup parce que vous l'interdisez à vos élèves. ChatGPT. Ah mais vraiment, hein. ChatGPT est une usine à idées fabuleuse. Donc si vous lui dites « Ok, j'ai un cours de maths, je sais que ça passionne pas mes élèves, est-ce que tu peux me dire juste des idées d'arguments que je pourrais inventer pour dire pourquoi c'est important et à quoi ça va leur servir ?» ChatGPT va vous répondre un truc fabuleux. Vous n'avez pas d'effort à faire. Ok? Si vous avez la réponse, tant mieux, mais des fois c'est pas évident. Donc, ChatGPT, ça peut être quand même une bonne alternative pour ça. Autant leur montrer qu'on peut servir de l'outil intelligemment. Ensuite, comment diminuer le risque pour le lien social? Est-ce que jusque-là, ça va? Parce qu'il y a beaucoup d'infos, beaucoup de choses. Ça peut être intéressant, si vous le pouvez, pas besoin de le faire à tous les cours, mais de temps en temps, ou mettre un rituel en place. Vous avez pas mal de profs qui font ça sur les réseaux, sur TikTok, etc. Ça fonctionne bien. De mettre un petit rituel au début du cours, en commençant soit par une anecdote, soit un moment détente, mais qui fait le lien avec votre cours. Après, si ça ne fait pas le lien et que c'est une anecdote, tant mieux quand même. C'est que, en fait, il faut savoir que vous le vouliez ou non, les ados arrivent dans votre classe en ayant la flemme. Parce qu'ils envisagent et ils anticipent tout l'effort que le cours va leur demander. Ok? Donc, commencer par un moment de détente, déjà ça relâche tout l'effort cognitif où ils se sont anticipé le cours en se disant « Putain, j'ai cours de maths pendant 1 heure, je comprends rien à la trigonométrie. »
j'ai pas fait les exercices parce que je comprenais rien, et on va encore me dire que j'ai rien foutu, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je comprends rien, j'ai pas confiance en moi, donc j'essaye même pas. Ok? Donc, commencer par une petite anecdote, ça va détendre un peu toutes les tensions qu'il peut y avoir. Ok, est-ce que vous avez des questions sur la motivation de la classe de manière générale? Comment vous demandez à un élève de résumer le cours suivant puisque le cours n'a pas encore eu lieu? Faut qu'il fasse des recherches. Lui demander, mais c'est pour ça que c'est important de lui dire juste 5 minutes. Parce que si déjà il a plus de travail à faire que les autres, il va le vivre comme une injustice, mais si tout le monde a le même régime, au bout d'un moment, il faut qu'il apprenne aussi à gérer la frustration. Et deuxièmement, il faut qu'il fasse des recherches, juste sur, ça dépend du cours après, mais la règle qu'on va voir, l'événement qui sera concerné si c'est en histoire, faire juste se renseigner sur l'équation si c'est un nouveau cours de mathématiques, ou résumer ce qui s'est vu la semaine dernière. Mais il faut qu'ils fassent des recherches. C'est ce qu'on appelle, alors j'aime pas trop les anglicismes, mais learning by doing. Ils apprennent c'est eux qui créent le cours en quelque sorte. Okay, donc c'est assez intéressant à mettre en place parce qu'ils prennent part au cours et donc c'est comme si ils avaient fait un petit peu le cours et ils sont plus motivés. Autre chose à débunker, moi qui n'aimais pas les anglicismes, pour motiver une classe, vous n'avez pas besoin d'être le prof cool. Hein. Le prof cool, c'est pas forcément celui qui déjà apprend le plus de choses à ses élèves. Et moi, j'ai connu des profs qui étaient cadrés, mais à qui on pouvait parler, qui étaient à l'écoute, mais qui mettaient un cadre. Et j'ai beaucoup plus appris d'eux que des profs où on faisait n'importe quoi, où c'était cool, etc. Okay. Pourquoi un élève n'est pas motivé à travailler? Là, généralement, c'est les élèves que vous voyez dans la classe. Et j'ai parlé à différents profs et il y a pas mal de profs qui étaient frustrés par rapport à ça. L'une des grosses frustrations, apparemment, des professeurs, c'est de voir des élèves qui n'y arrivent pas et que vous n'arrivez pas à aider. Ou vous n'avez pas le temps de les aider parce que vous avez trop de personnes ou vous avez trop de choses à faire. Généralement, un élève, il n'est pas motivé à travailler, c'est pas de votre faute. C'est pas qu'il n'aime pas forcément votre cours. Okay. C'est généralement qu'il a d'autres priorités. La priorité d'un adolescent, sa priorité absolue, c'est être intégré. La plus grande peur de l'être humain et la plus grande peur d'un adolescent, c'est le rejet social. Donc un élève qui n'est pas motivé, c'est potentiellement qu'il a d'autres problèmes à côté. Et donc l'école, c'est la dernière de ses priorités. Et nous, en tant qu'adultes, ça peut nous sembler absolument dérisoire parce qu'on a notre vécu d'adulte. Avec du recul, on se dit, bon, bah, c'était pas grand-chose, ou c'est passé et ça allait. Mais pour eux, c'est un cataclysme. Une rupture amoureuse à leur âge, c'est un cataclysme. Ok ? Nous, avec notre regard, on dit, bon, ben, ça a duré 3 mois, c'était rien, etc. Pour eux, c'est super douloureux. Alors, c'est exactement pour cette raison que vous avez des adolescents qui changent de coupe de cheveux toutes les semaines. Coupe de cheveux. Qui adoptent de nouveaux mots de vocabulaire. Wesh, ce genre de choses. C'est pas juste des mots de vocabulaire, hein. C'est un moyen d'intégration sociale pour eux. Adopter le même langage, c'est s'intégrer socialement. C'est pour ça qu'il y en a qui vont sur les réseaux, vont sur leur téléphone, pour être intégrés socialement. Ok ? Un élève qui est perturbateur et qui est amorphe, il est en souffrance d'identité. C'est pour ça qu'il perturbe votre classe, parce qu'il a envie d'avoir une attention qu'il n'a pas. Donc, surtout sur les élèves perturbateurs qui ont tendance à attirer l'attention, ne faites jamais de compliments devant les autres. Parce que son rôle devant les autres, c'est d'être perturbateur et d'être rebelle. Donc si vous lui faites un compliment, vous allez casser cette image et il va vous en vouloir. Donc demandez-lui de venir à la fin du cours et vous lui faites un compliment en mode « Je sais que ça a été difficile pour toi de suivre et je te félicite parce qu'aujourd'hui, tu as été attentif. » Il a besoin d'attention. Et il a besoin d'être valorisé. Ok ? Deuxième chose à ne jamais faire, ne comparez jamais des élèves entre eux.
ou entre les classes. Ouais, cette classe, elle arrive à avoir 20, je comprends pas pourquoi vous y arrivez pas, etc. Ne faites jamais ça. Un adolescent passe toute la journée non-stop à se comparer. Si vous les comparez, ça va ancrer cette frustration. Ils sont en insécurité permanente, les ados. Hein. Ils n'ont pas du tout confiance en eux. Même ceux qui semblent super confiants, super à l'aise socialement, bien intégrés, ils ont la trouille. Donc si vous les comparez, ça renforce ce sentiment de manque d'estime de soi. Et il ne va pas vous aimer. Hein. Ensuite, ça c'est très compliqué. Ça, on va passer un petit moment. Pour les professeurs, c'est super dur. Il faut oublier les notes. Malheureusement, le système éducatif est fait de telle façon que c'est un indicateur central. Ok, c'est super dur. Mais vous devez mettre les notes de côté. Ça a énormément d'effets insidieux et négatifs. Quand vous vous concentrez sur... Surtout, je ne sais pas si vous le faites, c'est ok, mais arrêtez. Surtout les professeurs qui classent les notes dans l'ordre croissant ou décroissant et qui rendent les copies en fonction des notes. Ça, c'est catastrophique pour un élève. Qu'il soit au top ou qu'il soit le plus bas. Hein. Celui qui a 17 et qui finit en dernier, il ne vous dit pas merci. Hein, parce que vous lui collez une cible sur le dos. Hein. Donc, oubliez déjà le classement. Et deuxièmement, essayez de vous détacher au maximum. Ça veut dire que vous leur dites, j'ai pas le choix de vous noter. Ça fait partie du système, mais moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'attitude et la progression que tu as pendant toute l'année. Pourquoi c'est un problème les notes? Parce qu'en fait, il va se comparer constamment aux autres. Et qu'ils soient bons ou mauvais. Hein. Moi, j'ai accompagné énormément d'ados qui avaient 16 de moyenne, et ils stressaient à chaque évaluation. Et à chaque fois que les évaluations étaient rendues, elle comparait avec ses copines. Si je suis au-dessus, je suis contente. Si je suis en dessous, bah, je vais pas du tout bien. Je suis super stressé. C'est ultra malsain. Hein. Deuxième point, à quoi bon faire les devoirs qui ne sont pas notés s'il n'y a que les notes qui comptent? C'est pour ça que la plupart des ados font pas leurs devoirs. Hein. C'est pas noté. Quel est l'intérêt? C'est faire un effort qui n'apporte aucune récompense derrière. Troisième point, j'ai beaucoup d'ados que j'ai accompagnés comme ça. En France, quand vous avez 14-15 de moyenne, on vous lâche la grappe. Donc j'ai des ados qui ont quand même soit des facilités, soit l'environnement à la maison fait qu'il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'idées, de curiosité, ils discutent énormément. Donc ils ont un 14-15 mais sans forcer. Hein. Sauf que eux, je les retrouve au lycée en seconde ou en première avec 10 de moyenne. Parce que les attentes sont différentes, la charge n'est pas la même, et ils n'ont pas du tout développé le goût à l'effort. C'est facile pour eux d'avoir 14 ou 15. Sauf qu'ils ont basé tout leur système de confiance en soi sur les notes. Donc ils arrivent au lycée, ils commencent à se taper des 8, des 9, et ils se disent « wow, je suis nul ». Donc c'est super dangereux comme système. Avant-dernier point, ça c'est surtout aussi avec les parents, on envoie ce message aux ados que tu ne vaux quelque chose que si tu as une bonne note. Tu es un bon élève, tu es un mauvais élève. Eux, ils l'entendent comme tu es une bonne personne, tu es une mauvaise personne. Ok? Dernier point, c'est ce qui explique aussi la tricherie. Comme les notes et les résultats comptent, et il n'y a que ça qui compte et pas l'intensité de l'effort, tous les moyens sont bons pour avoir une bonne note. Donc je vais tricher. Ok? Quand vous avez un élève perturbateur qui fait beaucoup de bruit, qui veut attirer l'attention, la dernière chose à faire, et là c'est ce que je dis aux parents, un enfant vous éduque plus que vous ne l'éduquez. Vous devez faire preuve de sang-froid et vous devez faire un travail sur vous-même. Un prof qui se met en colère, il n'y a rien de plus drôle pour un ado. Hein. Si vous perdez votre sang-froid, vous avez perdu la classe. Il n'y a rien de plus effrayant et imposant, et on a envie de lui donner du respect, qu'un professeur qui ne dit rien. Je vous assure, je l'ai vécu en tant qu'ado, et j'ai des ados tous les jours.
quand vous mettez le bordel avec votre groupe d'amis, même si vous n'êtes pas perturbateur, hein, mais vous parlez, etc., et il y a le prof qui vous regarde comme ça, qui ne dit absolument rien, vous vous arrêtez tout de suite. Hein. Surtout si vous commencez à vous déplacer dans la classe. Ils vont s'arrêter immédiatement. Ok? Donc ça n'a rien de crier, ça n'a rien de s'énerver. Je sais que c'est difficile, hein, mais ça n'a rien de s'énerver. Ce que vous devez faire, c'est juste arrêter de parler et attendre. Et ça va être beaucoup plus efficace que vous énerver. Pourquoi? Parce qu'un groupe ou un ado qui met un peu le bordel, il veut attirer l'attention. Si vous vous énervez, vous lui donnez l'attention qu'il demande. Et il va recommencer chaque semaine. Par contre, si vous vous arrêtez, vous êtes silencieux, on fait attention à lui, mais on ne fait pas attention à lui. Donc il va arrêter, il va changer de stratégie. Ok? Parce que ce qu'on lui dit, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à la fin du cours, « Ah, trop drôle, comment t'as énervé le prof !» Très trop bien. Donc il est validé socialement, c'est tout ce qu'il demande. Donc pour être sûr d'être validé toutes les semaines, il va recommencer toutes les semaines. Ok? Super important pour les évaluations, je le faisais quand j'étais prof de droit à la fac de Bordeaux. Mettez, ce que je vous conseille, vous faites comme vous voulez, 2 parties sur vos corrections d'évaluation. Une première partie, point positif. Une deuxième partie, zone d'amélioration. Parce qu'on a tendance à dire ce qui ne va pas et on ne dit jamais ce qui va. On ne dit jamais si la méthodologie est respectée, s'il a bien appris son cours, ou ce genre de choses. Et je suis désolé, ça va vous demander plus de temps, et encore une fois, vous le faites si vous pouvez, mais dire cours connu, ça n'est pas valorisé. Hein. C'est un fait. Le cours est connu. Par contre, bravo, cours connu, ça change tout. Parce que vous valorisez le fait qu'il ait connu son cours. Ou qu'elle. Et ça booste tous les élèves, quel que soit leur niveau. Ok? Dernier point, corriger avec une couleur neutre. Le rouge, ou la différence de couleur entre ce qui va et ce qui ne va pas, je vous assure que les élèves ils vont foncer sur ce qui ne va pas. Et c'est tout ce qu'ils vont retenir. Donc ça va créer une boucle de stress de à chaque fois que je fais une évaluation, il y a un truc qui ne va pas. C'est jamais suffisant, c'est jamais bon. Ça va flinguer leur confiance en eux. Donc couleur neutre, si vous pouvez. Tout bleu, tout noir, tout rouge, tout comme vous voulez, mais même couleur. Ah oui, et les tics là. Quand c'est une bonne réponse, vous mettez une petite virgule. Faut arrêter ça, hein. Alors c'est bien de le mettre, mais il faut mettre un commentaire en haut pour dire que c'est bien. Juste mettre le tic et dire en commentaire tout ce qui ne va pas, le tic il ne suffit pas à valoriser. Hein. La petite virgule ne suffit pas en tant que telle. Le mettre pour souligner que ça a été bien fait et mettre un commentaire, ok. Le mettre tout seul sans commentaire, ça sert à rien, autant ne pas le mettre. Sur un élève perturbateur, il faut lui donner de l'attention qu'il demande. Il veut être en avant, parce qu'il n'a pas confiance en lui. Donc donnez-lui un rôle comme distribuer les copies, aller au tableau, résumer le cours, répondre à une question, peu importe. Donnez-lui un rôle. Alors essayez, si vous pouvez, si vous connaissez l'élève, de ne pas lui donner un rôle où vous savez qu'il va se planter. Donc lui poser une question de cours alors que vous savez éperdument qu'il ne va pas savoir répondre, c'est juste enfoncer le clou et accentuer le fait qu'il est mauvais. Par contre, lui donner un rôle, même minime, où il va avoir de l'importance, il va être regardé de tout le monde, ça va le calmer. Ok? Et entretenez-vous avec cet élève à la fin du cours. Un élève, il fait le fanfaron devant 30 de ses camarades quand il est tout seul. C'est plus la même personne. Ne vous limitez pas au comportement que vous voyez devant le groupe. Entretenez-vous avec lui sans sanctionner, sans réprimander, juste essayez de comprendre et soyez à l'écoute. Pourquoi tu as réagi comme ça? J'ai vu que tu avais du mal à être attentif, qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-lui de l'attention. Comment complimenter efficacement? Ça, c'est une très très bonne forme de compliment, même dans votre vie quotidienne.
auprès de vos proches. Généralement, l'erreur qu'on fait, c'est de donner les mêmes mots pour plein de comportements. C'est bien, bravo, sauf qu'il ne sait pas ce qu'il a bien fait vu qu'il a le même compliment pour tout. Et le cerveau associe. Là, il n'a rien à associer. Ok ? Pour complimenter efficacement un adolescent, vous complimentez le comportement précis, vous mettez la difficulté ou l'obstacle que ça impliquait pour lui, et vous mettez une qualité. Ça a l'air technique. Quand vous le maîtrisez, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc par exemple, un élève qui a l'habitude d'avoir du mal à être concentré, vous lui dites à la fin, même s'il a été concentré que 15 minutes, vous lui dites à la fin, j'ai vu que tu étais super attentif en classe aujourd'hui, je sais que c'est difficile pour toi, une difficulté obstacle pour lui, tu es vraiment attentif. Pourquoi la qualité, c'est le plus important dans cette structure-là? Parce que plus vous allez la répéter, plus il voudra se reconnaître dedans. Même si ce n'est pas vrai sur toute la ligne, par exemple, un élève perturbateur, s'il est discipliné juste pour un exercice, vous lui dites à la fin, j'ai vu que tu étais super concentré sur l'exercice, tu étais sérieux, je sais que c'est difficile pour toi et que tu as envie de parler à tes camarades, tu es vraiment discipliné. Et ça, vous le faites chaque semaine. Et au fur et à mesure, il va se dire, mais je suis quelqu'un de discipliné, donc est-ce que je vais déranger le cours et est-ce que je vais pas être sérieux? Plus vous le répétez, plus ça va faire partie de son identité. Ok ? Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Arrêtez de sanctionner le mauvais comportement et valoriser le bon. Ça ne sert à rien de dire à un adolescent « arrête de parler ». Parce que son cerveau, il entend « parle ». Par contre, lui dire « est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît, on a besoin de faire un travail en groupe, tu déranges un peu tous les autres », il sait exactement ce qu'il doit faire. Et valorisez-le à la fin s'il le fait. Hein. C'est super important. Hein. Faut vraiment rentrer dans une démarche de valorisation de comportement. Et encore une fois, dites exactement le comportement que vous voulez voir. Et ça, il y a plein de profs et plein de parents qui ne le font pas. Parce qu'on ne nous l'apprend pas, parce qu'on a tendance à intérioriser le fait qu'il faut dire ce qui ne va pas. Sauf qu'ils ont besoin de savoir exactement ce qu'ils doivent faire. Parce que l'adolescent, il est vraiment à la limite entre l'adulte et l'enfant. Il va demander des libertés d'adulte, mais il aura besoin d'un cadre et d'être validé comme un enfant. Ok ? Donc, checklist du prof, je vous ai mis tout résumé sur la préparation du cours, ce qu'il faut essayer de faire. Encore une fois, faites ce que vous pouvez. Je vous le donne à la fin, bien sûr. Au début du cours, ce qui est intéressant de faire pour motiver une classe. Posture générale en tant que professeur, valoriser les comportements, complémenter la classe, valoriser les efforts, utiliser le silence. Pour les évaluations, qu'est-ce qu'il faut avoir comme posture? Et bien sûr, je vous ai mis la checklist en accessible. Ok. Ce qu'il faut retenir de la présentation, parce qu'il y a pas mal de choses. N'essayez surtout pas de tout faire en même temps. Alors, vous voyez, je fais aussi l'erreur. Je vais vous donner le comportement positif. Prenez une chose et faites-le pendant 2 semaines, 3 semaines. Et une fois que ça intégré naturellement, vous passez à une autre chose. Vous allez avoir envie de tester peut-être plusieurs trucs. Vous allez vous essouffler très rapidement, surtout que vous allez voir qu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner et vous allez dire « putain, ça ne fonctionne pas ». Vous devez vous adapter. Il y a des choses qui vont marcher avec certains, il y a des choses qui ne vont pas marcher et vous devez savoir pourquoi ça marche avec certains et pas avec d'autres. Et pour ça, vous devez avoir la liberté d'esprit. Et pour avoir la liberté d'esprit, vous devez faire une chose à la fois. Si vous voulez des conseils supplémentaires et que vous avez LinkedIn, je donne des conseils presque toutes les semaines, moi, pour les parents, mais ça marche aussi pour les professeurs, où je fais des visuels comme vous avez vu juste avant. Super accessible, super concret et très rapide sur des thématiques bien précises à chaque fois. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions et est-ce qu'il y a une action que vous avez retenue et que vous avez envie de tester dès la semaine prochaine? Diviser les cours en plusieurs étapes et mettre le programme et les objectifs au tableau. Super intéressant, ça marche bien. Moi, ce que j'ai trouvé totalement novateur, c'est
de complimenter la classe, enfin un élève qui fait gagner des points à la classe. Mais d'ailleurs, je voulais savoir, enfin, du coup, à la fin de chaque cours, la classe, elle a un nombre de points et on essaye d'avoir toujours plus, quoi, c'est ça? Ok. Oui, le but c'est que, et c'est pour ça que ça va les motiver à garder un comportement sur le long terme et pas que sur un cours, c'est qu'ils gagnent des points mais qui ne sont pas suffisants en un seul cours pour avoir une récompense, et il faut l'avoir sur plusieurs cours. Et donc, le système de points, c'est pour ça que je vous les ai mis en Excel, ça vous permet de faire des onglets ou des catégories par classe, et vous devez juste tenir le compte, ou même vous demandez aux élèves de tenir le compte et de vous dire à la fin du cours, le nombre de points. Okay. Donc c'est pour ça que le système de points, c'est pas que c'est plus technique, c'est que ça vous demande juste un tout petit effort d'organisation avant de le mettre en place. Mais ça se fait assez rapidement, honnêtement.